Bonsoir et bienvenue au Point. TNM, trois lettres qui ont marqué l'univers de la scène au Québec depuis 46 ans. Fondé en 1951, le Théâtre du Nouveau Monde voulait à l'époque offrir au public du théâtre du monde entier, mais mis en scène et joué par des gens d'ici. Cette semaine, le TNM inaugurera sa nouvelle salle, reconstruite sur les lieux de ce qui fut aussi un monument de notre histoire. Le théâtre Gaîté, dont on conserve ici un mur datant de 1912. Le Gaîté, devenu par la suite la Comédie canadienne, avant d'être la maison du TNM. Cette semaine, pour marquer l'ouverture de cette nouvelle salle, André Gagnon et Paul Toutan nous proposent l'histoire de la construction, mais aussi celle des souvenirs qui vont l'habiter. Pour ceux qui se promenaient sur la rue Saint-Urbain, maintenant, ils ne pourront plus voir sur la brique un mot qui s'appelait Gaîté. Parce qu'on pouvait le distinguer jusqu'à tout récemment, avant qu'ils détruisent l'édifice. Ça, le Gaîté, c'était le théâtre Gaîté qui était là. C'est un théâtre qui existait depuis 1912, qui a été créé à ce moment-là, dans la suite des différents théâtres qui étaient créés alentour de la Maine. Au départ, ils ont commencé à avoir du théâtre. En 1915, il y avait du théâtre yiddish, parce que, curieusement, Montréal était une capitale de théâtre en yiddish, ici, aussi comme il y en avait à New York, qui a produit d'ailleurs beaucoup d'acteurs américains importants. Mais l'heure de gloire, finalement, du théâtre Gaîté, pour ceux qui ont de mémoire et qui sont encore sur les deux pattes, je veux dire, c'est à ce moment-là, dans les années 40. En 1944, arrive Lélie Saint-Cyr. Alors, Lélie Saint-Cyr va être là vraiment de 1944 jusqu'à 1951, où éventuellement, elle va être chassée parce que le cardinal Léger va avoir glissé une médaille religieuse dans la serrure de la porte. Je suis sérieux, il avait envoyé quelqu'un pour ça. La police a aidé aussi. L'histoire du théâtre du Nouveau Monde commence en 1951. Jean Gascon, Jean-Louis Roux, Guy Hoffmann, Georges Groux, Éloi de Grandmont et Robert Gadois le mettent au monde. Depuis, la vie de cette compagnie a tout d'une épopée shakespearienne. Drame, trahison, amour fou, échec cuisant et succès délirant tapissent le cheminement de la troupe qui aspire à devenir le Théâtre national du Québec. Le premier lever de rideau a lieu le 9 octobre 51. On joue l'Avare de Molière. Sur scène, Jean-Louis Roux et Janine Sutou. Nous sommes le 9 octobre 1951. Vous êtes sur la scène du TNM avec Jean-Louis Roux. Le rideau se lève. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ah, il se passe une panique, une peur terrible, une angoisse terrible. Je ne suis pas un très bon exemple parce que je suis une éternelle angoissée. Et donc, la première scène de l'Avare, c'est Élise et Valère. Et quoi, Charmante Élise? Mais Charmante Élise était vraiment, alors, comme une feuille. Et Jean-Louis est un acteur, un comédien rassurant pour son partenaire, même si lui est particulièrement tendu, c'est bien sûr, et que lui, en tant que directeur en plus, devait être... on était tous morts de peur, mais on avait tous l'impression qu'on commençait quelque chose. C'était une époque où l'équipe comptait beaucoup. Bien, à toutes les époques, les équipes de théâtre, ça compte énormément, c'est certain. Mais, tu sais, on savait qu'il fallait qu'on démarre quelque chose. On s'aimait tous d'une tendresse, d'une affection énorme. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour dans un théâtre. Et nécessairement, entre les humains, il y a toujours une espèce de concurrence, une espèce tu sais, de pouvoir, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, hein. On ne s'en rend pas compte, c'est certain. Mais je pense que le TNM, il y a eu trop de monde dedans. Comme Jean-Louis Albert a été, pas directeur officiel. Hein, Albert Miller, qui était son assistant. Oui. C'est difficile, ça. C'est deux caractères, ça. Tu sais, là, tu te parles pas. C'est pas du monde qui se parlait. Ça a été difficile. Et puis, quand Jean est revenu de Stratford, ça aussi, ça a été... Enfin, pour nous, les premiers... on a trouvé ça dur que Jean-Louis n'ouvre pas les portes. Et c'était extrêmement
très, très émouvant parce qu'on partait, je vous dis, là, on n'était pas des petits-enfants là, de 15 ans là, qui faisaient une expérience. On avait quand même assez, nous-mêmes, de maturité, si on peut appeler ça comme ça, pour savoir où on voulait aller. Et je pense que le TNM, avec beaucoup de hauts, de bas, de détours, de périodes, est allé là où on l'espérait à ce moment-là. On a travaillé pendant des mois. On s'amusait à ce moment-là, c'était un peu puéril, mais à calculer le nombre d'heures de répétition. Et je pense que pour la VAR, on avait dépassé 250 heures au moins, ou quelque chose comme ça. Et tout le monde y allait vraiment là, avec tout son enthousiasme. C'était un coup de dé, c'était le risque total, et puis ça marchait. Tant mieux. Nous avions une position que je qualifierais d'angélique. C'est-à-dire que nous disions, nous ne mettrons pas à l'affiche une pièce d'un auteur québécois si cette pièce ne se compare pas avec n'importe quelle autre pièce écrite par un étranger. Le Théâtre du Nouveau Monde a occupé pendant longtemps une position clé qui fait qu'en adoptant cette attitude que je qualifie d'angélique, il bloquait la scène aux auteurs québécois. C'est vrai, je l'admets. Le TNM s'installe à la Comédie canadienne en 1972. Déjà, le public est habitué de fréquenter cette salle parce que Gratien Gélinas en a fait le temple de la création québécoise. Une tradition mise en veilleuse, puisque la prochaine saison du TNM n'en contient aucune. Il faut bien comprendre que Gélinas, ce qu'il veut faire à ce moment-là, ce qu'il rêve, c'est de faire un théâtre consacré à la dramaturgie canadienne-française, comme il le disait. Et là, mais là, j'ai été complètement soufflé en regardant ça. Dans les années 60, c'est un théâtre, une salle majeure. C'est invraisemblable. D'abord, lui, il commence... D'abord, il y a le gibet de Languirand en partant. Ensuite de ça, lui, il fait Bousiller les Justes, qui est un immense succès. Il amène des gens au théâtre par autobus. Et ensuite, il va faire, lui, Hier les enfants dansaient. Ensuite, c'est le théâtre qui a créé presque l'œuvre, la partie la plus importante de l'œuvre de Marcel Dubé. Un simple soldat, Florence, Les Beaux Dimanches, Pauvre Amour, on les enligne. Ensuite, il y a aussi son ami Guy Dufresne, Le Cri d'Angoulevent, c'était créé là. Il a fait Docile après. Ensuite, il y a Françoise Loranger qui crée 2 des spectacles majeurs qu'elle a fait. C'était Double Jeu qui était un événement extraordinaire. Ensuite de ça, Médium saignant qui a été aussi à un moment de la crise linguistique. Alors donc, on se retrouve finalement avec, dans les 10 années que M. Gélinas, parce qu'il était de 57 à 72, dans les 10 années, c'est vraiment un théâtre dont la fonction est de servir le théâtre canadien-français, comme il l'appelait, ou canadien, comme il l'appelait, lui, qui va donner le théâtre québécois. Puis Gratien Gélinas, à la Comédie canadienne, fait 42 semaines québécoises sur les 52. Parce qu'il a fait à la fois du théâtre et tous les chansonniers. Donc, la vocation d'en faire un genre de salle du théâtre et de la création de la chanson québécoise, c'était volontaire chez Gratien. Un théâtre national, c'est basé sur cette volonté de traduire, de laisser une trace de son passage sur Terre, ou quelques cris qui sont particuliers à une collectivité. Le TNM n'est pas un théâtre national. Là-dessus, je dois avouer que, franchement, c'est impossible pour moi d'accepter cette définition-là. Le TNM est un théâtre de répertoire, un répertoire important, et qui prend des moyens. Moi, la question que je me pose, je comprends pas pour quelle raison qu'à chaque fois qu'on fait une pièce classique, ça prend 24 acteurs, puis que tant qu'on fait une pièce québécoise, plus que 4, on a l'impression qu'il y a trop de monde. Bon, je veux dire, c'est une définition curieuse qui est liée à l'économie, mais il reste quand même qu'un théâtre national, c'est ça. C'est pas ce que voulait faire le TNM, c'est pas ce que fait le TNM, c'est pas ce que le TNM fait le mieux. Alors, à ce moment-là, je veux dire, il y a une extension de la définition qui est un peu trop large. Et si c'était vrai, ce qui d'ailleurs n'en est pas troublant, comment peut-il se faire que j'y vois un songe? Les éclats de ce monde sont-ils aux rêves si semblables que les véritables passent pour illusoires et les faux pour véritables? Sont-ils si peu différents qu'il fasse question de savoir si ce que l'on voit, ce dont on jouit, est mensonge ou bien vérité? La copie à l'original est-elle si semblable que son authenticité puisse être mise en doute? S'il en est bien ainsi, et si nous devons voir évanouis parmi les ombres grandeur et puissance, pompe et majesté, sachons mettre à profit l'instant qui nous est imparti, car la gloire, en effet, n'offre d'autres jouissances
que celle dont on jouit en songe. Tous les directeurs artistiques du TNM sortent meurtris de l'expérience. Les conflits naissent du tiraillement entre l'art et les finances. La directrice actuelle, Lorraine Pintal, a obtenu des pouvoirs élargis, mais cela lui cause de nouveaux problèmes. Lorsqu'un conseil d'administration s'ingère dans la direction purement artistique d'une compagnie, je crois qu'il fait fausse route. Vous avez l'impression que le problème est réglé maintenant avec Lorraine Pintal, qui est aussi directrice générale? Je dois dire que quand on m'a demandé de faire partie du comité de sélection, j'ai d'abord demandé qui cherchez-vous? Est-ce que c'est une marionnette ou est-ce que c'est vraiment une personne qui va exercer la direction artistique? Et bon, j'ai l'air de me vanter, mais c'est moi qui ai fait modifier la définition de tâche et qui ai fait mettre d'abord à article 1 le directeur artistique et le directeur général de la compagnie. Donc ça règle un problème de ce côté-là, en tout cas. Ça signifie que l'artistique a toujours priorité sur l'administratif. Vous savez, les contraintes de la direction, souvent, l'emportent un peu sur la créativité. On est assez partagé et les préoccupations deviennent parfois très fortes. Et quand on est directeur artistique et metteur en scène dans sa compagnie, c'est pas toujours facile à gérer. D'abord, on se censure très facilement soi-même parce qu'on est tellement conscient des problèmes de budget, par exemple, qu'on se coupe soi-même en partant. On a tendance à faire beaucoup de comptabilité sur sa propre production. Et puis, les préoccupations de l'esprit sont très fortes. Les préoccupations de la direction. On quitte une répétition pour une pause de 10 minutes, on s'en va dans son bureau et on est assailli de 3, 4, 5, 6 messages téléphoniques, quelqu'un qui veut régler un problème urgent. Alors, on revient en salle, on a complètement décroché de la répétition elle-même, parce que c'est en répétition que se fait le gros du travail. Ça, c'est un petit peu difficile à gérer. Moi, j'ai eu souvent de la difficulté avec ça. Le seul regret que j'ai eu en partant, ça faisait quand même 10 ans que j'étais là, c'est de ne pas avoir pu mener les rénovations à terme, je veux dire, du théâtre. Ça, pour moi, c'était un projet très, très important. J'ai rêvé pendant 10 ans de quitter mon bureau au TNM et de descendre sur la scène, tout simplement, prendre 2 escaliers et d'aller vérifier quelque chose sur la scène même. J'ai jamais pu faire ça. On était à des kilomètres de distance, puisque nos bureaux étaient à Saint-Henri et que le théâtre était là. Et ça, ce rêve tout simple, pour moi, c'était presque une utopie. D'être dans le théâtre même, avec ton outil de travail, et de pouvoir, en tout temps, ou parler aux gens de la billetterie, du bureau d'abonnement, aux techniciens, à tous les gens qui, eux, passaient leur vie au théâtre, alors que nous, on était ailleurs. J'ai longtemps rêvé de passer au moins 1 an dans cette situation-là. Puis ça s'est pas fait, mais bon, c'est la vie, hein. Je crois qu'entre Jean-Louis Roux, par exemple, qui est parti en 81, et moi, qui suis arrivé en 82, oui, il y a eu un changement. Il y a eu une évolution dans la programmation, une évolution esthétique également. Moi-même, j'ai amené les jeunes metteurs en scène de l'époque, des gens qui sont aujourd'hui très connus, comme Yves Desgagnés, comme René Richard Cyr, comme Lorraine Pintal, tout en conservant, si j'ose dire, la génération d'avant, c'est-à-dire Jean-Pierre Anfard, Daniel Roussel, moi-même. À ce niveau-là, je pense que oui. Je crois que j'ai amené cette nouvelle génération de metteurs en scène. J'ai aimé le TNM. J'avais l'amour pour cette compagnie, pour ce qu'elle représentait. J'y ai fait à peu près toute ma carrière. Hein. C'est 25 ans de ma vie, d'une façon ou de l'autre. Les gens que j'y ai connus, notamment Jean-Louis Roux, pour qui j'ai une très grande amitié et admiration. Donc j'avais une affection pour l'entreprise elle-même, pour le théâtre. Et quand vous en parlez, vous avez encore un petit pincement ou c'est fini? Non, j'ai encore un petit pincement. Honnêtement, oui, je vis très bien avec, entendons-nous, mais un pincement qui n'est pas désagréable. J'avais de l'affection pour ce théâtre-là. Vous êtes de ceux qui restent amis avec leurs anciennes blondes? Oui, enfin, on attend que les anciennes blondes restent amies avec moi. Quand je passe devant, par exemple, oui, j'ai un petit pincement parce que je regarde. C'est drôle, ça a commencé le jour où j'ai vu les fenêtres. Bon, jusque-là, c'était des échafaudages, j'étais un peu informe. Et puis un beau jour, j'ai vu les fenêtres, des bureaux probablement sur le côté, sur Saint-Urbain. Oh là, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je m'imaginais, moi, quelques années auparavant, ce rêve que j'avais d'être là, enfin, au moins 1 an, m'installer dans le théâtre même. Parce que
notre théâtre, c'est notre outil. Définitivement que porter les deux chapeaux en même temps, surtout quand on est sur le terrain avec des acteurs dans une salle de répétition. Olivier Reichenbach m'en avait parlé souvent d'ailleurs. Ça devient très difficile parfois de fermer les bons tiroirs au bon moment et d'ouvrir les autres au bon moment également. On répète et parfois, surtout, je me rappelle Jeanne d'Arc, lorsque j'étais en conflit, en relation de travail difficile et que je travaillais une pièce qui justement parlait des relations patron-employé. J'avoue que même la porte fermée, j'avais encore les problèmes du TNM sur les épaules. Mais depuis ce temps-là, j'ai appris à préserver mon territoire. C'est très important. J'ai une période de création. Je suis avant tout une créatrice. C'est pour ça qu'on m'a nommée au TNM. Donc, quand j'ai besoin de me ressourcer ailleurs, et ça passe par parfois signer des mises en scène dans d'autres théâtres, pour d'autres compagnies, ça passe aussi par le fait de sortir beaucoup, d'aller beaucoup au théâtre, d'aller beaucoup voir les spectacles de recherche, de création, d'être très impliqué dans tout ce qui préoccupe le milieu culturel, avoir des antennes très longues. À ce moment-là, c'est très ressourçant. On a peut-être eu le mérite de poser vraiment la question, est-ce que vous voulez qu'un TNM vive à Montréal ou si, d'année en année, on va continuellement connaître crise, grincement de dents, douleur. En fait, ce que je dis souvent, c'est que le résultat artistique au TNM est souvent magique. Mais il faudrait que l'accouchement soit moins douloureux. C'est tout le processus qui nous amène au spectacle, qui parfois est douloureux. Il m'a inspiré l'angoisse de me retrouver à nouveau en prison. Et même si en réalité je ne risque rien, cette seule pensée me suffit pour déterminer mes actions et les mener à bien. Dans la même occasion, j'ai appris que le bonheur humain arrive et passe comme un songe. Aussi me faut-il mettre à profit tout le temps que me concède le destin. La troupe tout entière se tourne vers le public, à commencer par cet instant où je vous demande instamment pardon pour nos fautes et celles de l'auteur, car pardonner est la marque des nobles cœurs. Salut, général! Venez avec moi, étrangers, et ne craignez pas. Ne craignez pas d'être sans compagnie dans vos malheurs. Entre la vie et la mort, je ne sais pas quel est le plus grand des malheurs. Oui, c'est l'idée. Peut-être juste, Benoît, plus sur toi, cette dernière, entre la vie et la mort, entre la vie. Laisse-les partir, inquiète-toi pas, puis après ça, Venez avec moi, ne craignez pas, non, ne craignez pas d'être sans compagnie dans vos malheurs. Entre la vie et la mort, je ne sais pas quel est le plus grand des malheurs. Oui, c'est ça. Pour moi? Pour toi, mais tu peux l'œil public quand même, comme on disait sur les apartés hier. En fait, regarde quelqu'un dans la salle, là, entre la vie et la mort. Culpabilise-le. La rénovation du TNM a coûté plus de 12 millions de dollars. La nouvelle coquille est belle, mais aura-t-on les moyens d'y faire vivre un art à sa mesure? Alors, si on a bâti des théâtres pour obliger les directions artistiques à faire des pièces à 3 comédiens parce qu'on n'a plus les moyens de se payer des grandes distributions parce que ça coûte trop cher, ou parce qu'on se fait dire par les gouvernements on a déjà assez investi dans la culture, à ce titre-là, moi je dis, ben là, peut-être qu'il vaudrait mieux faire plus de pièces au Rialto, puis donner un peu plus de moyens à ceux qui investissent ces lieux-là. On ne pourra pas faire de théâtre pauvre dans ce lieu. Ça va entraîner des budgets énormes. Et le danger, c'est que les pourvoyeurs de subventions ne donnent pas au TNM les moyens d'utiliser ce lieu. C'est pas parce qu'on a mis des millions dans la maçonnerie et dans ces lieux-là que la condition des artistes qui y travaillent s'améliore. C'est-à-dire que le cachet d'un metteur en scène qui va faire une mise en scène au TNM demeure relativement dérisoire si on compare avec les cachets de beaucoup de gens qui exercent toutes sortes de métiers dans la société. Les acteurs sont encore infiniment mal payés. C'est quelque chose que seulement le monde à la maison dit, sont-ils fatigués, nous disent que le théâtre, ils sont mal payés, mais c'est vrai. Si vous voyez une actrice que vous voyez régulièrement à la télévision, sur scène, au théâtre, pendant 1 mois et demi, c'est qu'elle le fait parce qu'elle en a follement envie. Elle ne le fait pas pour régler ses fins de mois, c'est sûr et certain. Les jeunes acteurs, oui, parce que ils n'ont peut-être pas d'autre job. Le théâtre leur permet de survivre. Malgré les contraintes et les embûches, le Théâtre du Nouveau Monde suscite encore l'émerveillement chez ses artisans. Ses murs sont les témoins de notre histoire culturelle moderne et tous brûlent d'impatience devant les plaisirs que promet la nouvelle scène. De la scène, tous les acteurs, on a toujours l'impression, parce que ça m'est arrivé de jouer à 2-3 reprises ici,
qu'on est dans un petit théâtre de poche. On sent le public vraiment très avec nous. C'est très petit. Sur scène, on a l'impression qu'ils sont vraiment avec nous. Et dans la salle, on a toujours l'impression d'être dans un grand théâtre, très vaste, très large. Et ça, je suis très content que ce rapport scène-salle a été préservé. On a le sentiment de pouvoir s'adresser à chacun des spectateurs en personne, comme à lui tout seul. Ce qui fait qu'on arrive à faire une chose très précieuse dans un théâtre, c'est à fabriquer un public très, très rapidement. Parce qu'un public, c'est pas fabriqué en rentrant dans la salle, hein. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette espèce de lieu ici qu'on dit habité parce qu'il a une histoire. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens importants qui ont foulé ces planches-là. Puis on se sent comme... Oui, il y a une fierté, puis il y a une notion, oui, de reconnaissance pour des gens de venir travailler ici. C'est une maison. Une salle qui a vécu, c'est toute la différence avec une salle toute neuve, où on a l'impression de chanter ou de travailler, de parler dans un tombeau vide de tout mort, où il n'y a rien que du ciment. Alors que là, il y a une salle qui a vécu. Et il y a des ondes, c'est ma théorie, c'est ma vue de la chose, je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit, mais il me semble qu'il y a des ondes biologiques qui sont rentrées dans les murs et qui, de temps en temps, quand on en a besoin, ressortent. Ces murs-là réagissent mieux à la voix humaine. L'ancienne salle, c'est une salle qui avait énormément d'âme et c'était toujours agréable d'y être et même de lui parler, parce que moi, c'est pas des acteurs, je travaille avec un espace vide, donc il faut que j'apprivoise mon espace vide, puis que même des fois, j'avais des conversations avec une entité qui n'était pas visible, mais qui habitait cette scène-là. Alors j'ai hâte de faire la même chose, de m'installer sur la scène et de communiquer, de voir comment ça répond. Ça a l'air abstrait un peu comme ça, mais ça l'est finalement. Non. C'était vraiment rendu vétuste. Hein? On va s'en ennuyer, mais pas à ce niveau-là. Maintenant, je crois que ça va être beaucoup plus simple pour nous tous de venir y travailler que ce pouvait l'être à l'époque. Mais je crois qu'il a gardé la magie qu'il avait. Parce que la salle n'a pas tellement changé, finalement. On a encore le même rapport entre la scène et la salle. Et les spectateurs ne sentiront pas que l'espace scénique est beaucoup plus grand qu'il était. Je crois pas qu'ils vont le sentir. C'est-à-dire qu'ils vont le sentir, mais ils pourront pas mettre le doigt dessus, de dire comment ça a changé. Moi, j'ai pas envie. Je me viens pas me présenter ici en me disant je suis l'artiste contestataire à la mode et je vais amener la contestation à l'intérieur des murs de la grande maison ou de l'institution. Je vais essayer de faire mon humble travail d'artisan en essayant de conserver ma liberté de création. C'est sûr, quand on se retrouve dans un endroit comme le TNM, on a l'impression d'avoir une espèce de caution morale parce qu'on arrive dans une institution. Donc, tout à coup, il y a une espèce peut-être de bénédiction ou de reconnaissance qui peut se faire d'un travail, parce que moi, j'ai flirté beaucoup avec le vulgaire, le grotesque, des choses qui, a priori, font... Et du côté de la création, ne sont pas nécessairement des objets culturels. J'ai pas la prétention, quand je crée mes pièces, de présenter des chefs-d'œuvre, alors j'arrive avec beaucoup d'humilité. Chaque soir, un nouveau monde s'ouvre sur des yeux nouveaux. Et nos pensées se répondent des deux côtés du rideau. Le temps, sorti de sa cage, nous a permis d'inventer pour quelques beaux personnages cette brève éternité. Dans la même occasion, j'ai appris que le bonheur humain arrive et passe comme un songe. Aussi, me faut-il mettre à profit tout le temps que me concède le destin. À commencer par cet instant où je vous demande instamment pardon pour nos fautes et celles de l'auteur. Car pardonner est la marque des nobles cœurs.
La nouvelle salle du TNM ouvre officiellement ses portes demain soir et quant à nous, nous vous présenterons un reportage sur la bataille que se livrent les partis politiques fédéraux en Ontario. Bonne fin de soirée, à demain.